Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Socialement Vôtre. Vous avez entendu parler des Philippines et des vents à plus de 330 km/h qui ont dévasté cet immense archipel. Terrible, n'est-ce pas? Tous ces morts, cette destruction. La nature est puissante. My country is being tested by this hailstorm called Super Typhoon Haiyan. Mon pays a été atteint parce que les experts ont désigné sous le nom de super typhon Haiyan. Nous sommes toujours incertains de l'étendue des dommages et de la dévastation, car les informations circulent lentement à cause de la destruction des lignes de communication et d'électricité, et qu'il faudra du temps pour les restaurer. Les premières nouvelles montrent que Haiyan a laissé derrière lui une zone massivement détruite. C'est inimaginable. Sans précédent, impensable. And the devastation is staggering. I struggle to find words even for the images that we see on the news coverage. Pas besoin de traduire la fin. Il y a quelques jours, une conférence sur le climat avait lieu à Varsovie. Ces conférences qui réunissent des experts, des scientifiques, des lobbyistes et des ministres, enfin du beau monde. Les ONG et autres acteurs de la vie civile et citoyenne sont invités aussi, mais en qualité d'observateurs. Un cliché plus ou moins alarmant de la situation environnementale de la Terre y est établi et on discute des responsabilités de chacun, car tout le monde admet maintenant que l'activité industrielle des êtres humains a fabriqué les bases d'une catastrophe planétaire. On négocie pour voir qui doit nettoyer et on se rejette les uns aux autres la part difficile ou coûteuse du travail. Michel Genet est le directeur de Greenpeace Belgique. Il nous explique que tout fonctionne par étapes et que c'est parfois un peu stérile. Ainsi, le sommet de Doha l'année passée avait pour seul point positif d'avoir une échéance claire, qui est l'échéance de Paris en 2015, où on aimerait réussir à Paris ce qu'on n'a pas pu réussir à Copenhague. Après Doha l'année passée, c'était Varsovie cette année, pour dire, voilà, comment on va s'y prendre pour faire en sorte que Paris soit une vraie réussite. On sait que les deux enjeux essentiels autour du climat pour que Paris soit une réussite portent à la fois sur la capacité des pays à avoir des engagements de réduction de CO2 ambitieux et contraignants d'une part, et d'autre part aussi à mettre suffisamment d'argent sur la table pour que les pays en voie de développement qui sont dès aujourd'hui confrontés aux effets du réchauffement climatique puissent effectivement faire face à ces effets sans s'appauvrir davantage. Oui, on peut comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes moyens économiques. Mais on a parfois le sentiment que les pompiers se disputent pour savoir qui doit entretenir la grande échelle et qui va la déployer, tout ça pendant que la maison brûle avec les gens qui sautent par les fenêtres. Bref, il avait été décidé à Copenhague qu'en 2020, il faudrait qu'on arrive à avoir un fonds de compensation, si vous voulez, pour le climat, ce qu'on appelle le fonds vert de 100 milliards. On a déjà mis 30 milliards dans ce fonds. Une deuxième tranche va arriver. Et là, rien n'a avancé sur ce dossier-là, ce qui effectivement ne nous met pas en confiance. Pourquoi ça ne nous met pas en confiance? Parce qu'on sait que si on n'avance pas sur ce volet-là, les pays en voie de développement vont dire, nous, on va pas se bouger non plus si vous, les pays riches qui êtes à la base de ce réchauffement climatique, vous ne faites pas des efforts pour nous compenser pour les effets de ce réchauffement climatique que nous ressentons déjà aujourd'hui. Remarquez, c'est vrai aussi que tout le monde n'a pas dans cette affaire les mêmes responsabilités. Bon, en même temps, avec la crise et le chômage, on s'en fout un peu, n'est-ce pas? Que les baleines bouffent du plastique ou que les criquets pèlerins traversent la Méditerranée. Mais on a tort. Il faut qu'on soit conscient de 3 gros impacts que le réchauffement climatique pourrait avoir sur nous. D'une part, c'est la multiplication d'accidents, comme on dit, météorologiques, comme ceux qu'on a vus aux Philippines, par exemple. Alors, ça n'arrive pas qu'ailleurs, puisqu'on a vu que l'année passée, c'était à New York que ça se passait. À New York. Il faut quand même imaginer que si c'est New York, ça peut être aussi Bruxelles ou Paris un jour. Ça, c'est une première chose. Un deuxième impact qui a 2 conséquences. La tension calorique va avoir un impact sur la production agricole. Et donc, ça aura un impact sur le prix de la nourriture, d'une part. Et ça aura aussi un impact sur une série de populations qui pourront plus nourrir et qui vont migrer, forte chance, dans nos régions, si vous voulez. Ce double impact-là, on va le sentir, je pense, relativement vite. On a vu aux États-Unis, notamment pendant l'été 2012, que la bourse des céréales de Chicago était fortement en hausse parce qu'il y avait une sécheresse et que tous les fermiers du Midwest n'avaient pas pu récolter autant qu'ils auraient voulu. Ça, on l'a vu directement. Et enfin, troisième chose, la Belgique est un petit peu concernée, c'est effectivement l'augmentation du niveau de la mer. Alors on a toujours ces images où la mer arrive sur la Grande Place à Bruxelles. C'est pas pour tout de suite évidemment, mais ça risque aussi d'avoir des conséquences assez graves parce qu'il va falloir faire de gros investissements. Certains pays se lancent déjà dans des investissements pour se préserver de ce genre de danger. En gros, c'est ça un peu, je dirais, les dangers les plus tangibles que l'on risque d'avoir. Et ici, le mot risque est prudent car pour beaucoup d'observateurs scientifiques, pas spécialement notés comme catastrophistes, ce n'est plus un risque, c'est ce qui commence à se passer maintenant et qui va empirer. Notre seule possibilité est de freiner pour qu'il y ait moins de dégâts, mais c'est sûr qu'on va se prendre le mur. Alors pourquoi est-ce qu'à Varsovie, les ONG et les syndicats ont boycotté la fin de la conférence ?
Pour Michel Genet, le premier effet qu'on escomptait, c'était d'attirer l'attention des opinions publiques pour qu'elles-mêmes se réveillent un petit peu et qu'elles fassent sentir leur pression sur les gens qui étaient à l'intérieur de l'enceinte de la conférence. Est-ce qu'on est arrivé à ça? Je ne sais pas. Je pense en tout cas au niveau belge que la couverture n'a pas été mauvaise. Donc, parce que pour le reste, on parlait très très peu du sommet climatique. On appelle ça le COP. Bon, est-ce que du coup les opinions publiques se réveillent? Ça, c'est autre chose. Je crois qu'un de nos gros challenges à nous, organisations environnementales, aujourd'hui les syndicats aussi, puisque les syndicats se sont retirés également jeudi passé, c'est de faire en sorte qu'on réveille les opinions publiques. Autant on a vu avant Copenhague que tout le monde parlait du climat et que tout le monde était conscient des enjeux climatiques, etc. Et puis on voit que le momentum de Copenhague est largement dépassé. Et même quand il y a des événements hyper malheureux et hyper symboliques de ce que le changement climatique pourra contribuer à nous faire subir plus tard, voire même peut-être déjà symbolique de ce que le changement climatique est aujourd'hui, comme Sandy l'année passée aux États-Unis, ou comme les Philippines, la Sardaigne et l'Illinois en quelques jours, c'est quand même assez fou. Même tout ça, manifestement, ne suffit pas à réveiller les opinions publiques, qui sont effectivement emprisonnées dans des enjeux presque de survie économique, de par la crise, le chômage, etc., etc. Le challenge repose en partie sur nos épaules, mais je pense qu'il repose aussi sur les politiques. Je pense que ce qui fait le vrai leadership d'hommes politiques, c'est de dire, tant pis si l'opinion publique ne me suit pas, mais je vais prendre des mesures qui nous inscrivent dans une trajectoire de long terme. Le hic, c'est que, comme ce genre de comportement politique est très peu propice à faire des scores aux élections, ça risque pas vraiment d'arriver demain. Mais qu'on ne se trompe pas, l'enjeu n'est pas la couleur du ciel, la diversité des couleurs des papillons ou la limpidité de l'eau. Il n'y a pas de place pour la poésie dans cette histoire. Et la crise économique n'est sans doute qu'une poussière dans l'œil de la crise environnementale qui nous guette si on n'agit pas tout de suite. On est face à des enjeux de justice sociale et qu'on est face aussi à une économie qui, d'une manière ou d'une autre, va devoir entrer dans une phase de transition pour aller vers une économie décarbonée et qu'on sait qu'on risque d'avoir du dégât social si on n'anticipe pas assez ça. Et là-dessus, je crois que nous, organisations environnementales et vous, les syndicats, on a vraiment un terrain d'entente possible, d'interpeller les politiques et de dire engageons-nous pour aller vers cette transition énergétique, c'est-à-dire investissons dans les énergies renouvelables et dans des chaînes de production d'énergie renouvelable en Belgique, ça crée de l'emploi, investissons davantage dans les transports durables, style SNCB, pour préserver l'emploi de la SNCB et surtout faire en sorte que les transports émettent moins de CO2. Je pense qu'on a vraiment des terrains d'entente là. Enfin, engageons-nous aussi pour tout ce qui est rénovation des bâtiments, qu'on sait être aussi assez intensif en emploi. Et je pense que ça, ce sera une manière concrète pour les syndicats, pour les mouvements environnementaux, de convaincre les politiques et du coup la population qu'il y a des opportunités économiques et des enjeux de justice sociale à côté des opportunités environnementales. Alors on se grouille, on se mobilise les gens, on compte les uns sur les autres. Allez, bonne soirée sur La Première. La Première. Soyez curieux.